Donc en fait, vous êtes un peu un mix de tous les chirurgiens que vous avez rencontrés dans votre carrière. Moi, je pense que tous les chirurgiens sont comme ça, c'est pas que moi. Donc, je regarde à vous. Oui, vous pouvez Ne me regarder regarde moi. pas Non. 3, 2, 1, action. Bonjour Dr Psatas, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour, c'est plaisir. Moi, je suis chirurgien vasculaire. Je suis spécialiste en chirurgie vasculaire depuis une quinzaine d'années. Et actuellement, depuis 7 ans, je travaille ici à l'hôpital cantonal de Fribourg comme médecin cadre. D'accord. Est-ce qu'on pourrait commencer par parler de la chirurgie vasculaire que vous faites? Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez voulu faire depuis tout jeune ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure? Non, c'était pas que je voulais faire ça depuis toujours, c'était quelque chose que j'ai décidé un petit peu après la fin de mes études de médecine. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, quand j'étais étudiant, je voulais faire la gynéco. D'accord. Après, j'ai décidé de commencer à faire la chirurgie générale avec une idée de faire l'hépato biliaire, la transplantation hépatique. C'était quelque chose que je trouvais très impressionnant. Et c'était, je dirais, par hasard que je rencontrais un chirurgien qui m'a motivé. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, je vais devenir comme lui. Et c'est là où j'ai choisi de changer le parcours et puis changer le chemin de formation et puis suivre la formation spécifique en chirurgie vasculaire. Donc si je comprends bien, vous avez eu une sorte de mentor, une sorte de personne image. Oui. Vous étiez là, je veux être comme lui. Oui. Et ça s'est passé comment? Vous avez travaillé avec lui? Vous l'aviez juste vu dans les couloirs? J'étais assistant dans son service. D'accord. Le jeune assistant, je faisais la chirurgie générale. À l'époque, lui, il était le chef de service de chirurgie, mais il était à la base chirurgien vasculaire. Et puis là, ils ont eu besoin de jeunes assistants. Et là, je commençais à être de plus en plus avec lui au bloc opératoire comme quasi-observateur. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer un petit peu son comportement, de voir un petit peu son parcours derrière qui m'a fasciné. Et puis, j'étais fasciné aussi par la gestion, par la chirurgie vasculaire elle-même, par les gestes de différentes choses qu'on fait, par voie ouverte, endovasculaire, etc. Et là, je me suis dit, je pense que c'est ça que je veux faire. Plutôt que l'hépato biliaire, où il y avait beaucoup de gens à l'époque qui s'intéressaient à ça, donc il y a pas mal de compétitions. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent à mon avis dans notre parcours de formation, qui arrivent par hasard en fait. Tout d'un coup, tu rencontres quelqu'un, il te fascine en fait, la manière qu'il se comporte, la manière qu'il parle aux patients ou la manière qu'il opère. Et là, tu as une image, tu commences à former une image dans ta tête. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir comme lui. Ça, c'était mon expérience, en fait. C'est pas que je voulais toujours faire la chirurgie ou je viens pas d'une famille de chirurgiens non plus. C'est quoi la chose qui vous a marqué chez ce chirurgien? Il y a une chose qui vous êtes dit, waouh, ça, je serai comme lui. Son comportement, en fait. Comment il parlait aux patients, comment il gérait son service, comment les autres, ils étaient très respectueux envers lui. Et aussi son parcours dans les années 70, 80, dans les grands centres aux États-Unis où il était avec. Lui, il était formé par les chirurgiens, disons que nous, en chirurgie vasculaire, on considère comme le meilleur, ouais, comme DiBecchi ou Cooley. C'est des choses qu'on lit dans les bouquins de l'histoire de chirurgie vasculaire maintenant. Et puis lui, il était assistant là-bas. Donc je me suis dit, il a fait ça à son époque. Et puis là, il est venu dans notre pays après, et puis il a impliqué tout ce qu'il a appris. Ça m'a fasciné beaucoup, en fait. D'accord. Et effectivement, aussi les manières, le type des opérations, les aortes, les carotides, les pontages, tout ça, c'était pour moi une jolie chirurgie. D'accord. Et dans toutes les opérations que vous avez faites ou les expériences que vous avez eues au début, quand vous étiez assistant, est-ce qu'il y en a une particulièrement qui vous a marqué et puis qui a changé un peu votre manière de faire la chirurgie? Je ne peux pas dire que c'est une, en fait. Mon expérience, c'est que plus que tu es impliqué avec de différents chirurgiens, que tu regardes les différentes écoles de chirurgie, si vous voulez, ou de différentes manières à opérer, plus que tu apprends des choses. Tu apprends les choses quoi faire, des choses qu'il ne faut pas faire.
Donc Oui. on peut dire qu'on peut apprendre aussi par les mauvais chirurgiens, mais on apprend les choses qu'il ne faut pas faire. Et donc c'est pour ça que, à mon avis, et puis c'était mon expérience, il faut essayer dès le début de la formation d'être en contact avec le maximum de chirurgiens différents. Et ne pas être formé par un chirurgien. Parce que si vous êtes formé par un chirurgien, dans la meilleure des cas, vous allez devenir comme lui. Mais peut-être lui, ce n'est pas le meilleur. C'est vrai. Vous voyez? Donc j'essaie activement, durant ma formation, d'aller faire des fellowships, d'aller dans les autres pays, dans les autres centres qui font une chirurgie différente que ça, ce qu'on faisait dans mon hôpital, pour pouvoir avoir une idée globale. Donc moi, j'ai gagné beaucoup de choses par les différents chirurgiens. Je ne peux pas dire que c'était un chirurgien, une opération. Parce que les opérations sont une dizaine, vingtaine de différents types de chirurgie qu'on fait. Mais si tu regardes chaque chirurgien, il y a un style différent. Et à la fin, toi, tu développes ton propre style. À la base des expériences. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est pas qu'on voit une chirurgie et puis voilà, ça change tout. Donc en fait, vous êtes un peu un mix de tous les chirurgiens que vous avez rencontrés dans votre carrière. Moi, je pense que tous les chirurgiens sont comme ça, c'est pas que moi. D'accord. Ça, c'est intéressant parce que Ouais. on pourrait croire en tant que jeune assistant qu'il faut trouver une personne qui nous conseille et vraiment on devient comme cette personne et on fait comme lui. Oui. Et en fait, non, en fait, on peut Bon, aussi... ça, c'est le début, ça, c'est la flamme qui commence. Mais après, il y a tout le parcours qui est assez long en chirurgie. Et puis, à la fin, tu développes ta propre habitude, ta propre style chirurgical, ta propre manière de gérer les patients, à la base, effectivement, de connaissances scientifiques, voilà, des choses qu'on connaît. Mais à la fin, on devient un mix de nos expériences, à mon avis. Donc, moi, je peux vous raconter de différents chirurgiens qui m'ont fasciné, de différentes opérations. Peut-être c'est des opérations que nous, maintenant, on ne fait pas. Moi, je me souviens quand je suis parti en France, par exemple, j'ai fait un fellowship à la Pitié-Salpêtrière parce que je voulais aller voir la grande chirurgie, voir les anévrismes thoraco-abdominaux par voie ouverte, qui est une chirurgie très lourde, très spécifique. Il y a quelques centres en Europe, aux États-Unis, qui le font encore. Mais dans ma tête, j'avais l'idée, j'avais vu des vidéos, je dis, je vais voir ça. Et là, c'était quelque chose qui m'a fasciné, cette expérience. Mais il m'a fait comprendre aussi que finalement, ce n'est pas ça que je veux faire dans ma vie. C'est beaucoup de respect des gens qui s'investissent de faire que ça. Mais à la fin, j'ai aussi compris à côté que peut-être c'est pas pour moi. Donc vous étiez fasciné par cette chirurgie, mais vous vous êtes dit, pas pour moi. Pas pour moi. C'est intéressant. Disons, pas pour moi dans le sens que moi, j'avais pas envie d'investir autant pour faire quelque chose de très très spécialisé, avec à côté une influence assez importante dans la vie personnelle. Parce que je vous dis, la chirurgie, c'est pas que les heures qu'on passe à l'hôpital. La majorité, c'est les heures qu'on passe dehors de l'hôpital. Il y a des études personnelles, il y a la théorie derrière. Mais tu dois investir beaucoup si tu veux arriver à un certain niveau d'autonomie. Et ça, il y a des sacrifices derrière. Et ça, dans toute la médecine, je pense que comme dans tous les métiers, il faut qu'on essaie quand même de garder un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. J'avais vécu par exemple des méga chirurgiens qui ont eu une carrière énorme. Et ils ont eu des divorces, 2-3 enfants à gauche à droite, une vie personnelle précaire. Et ça, pour moi, c'était pas l'équilibre que je cherchais, quoi. Même si j'étais super fasciné par ce que j'ai vécu à l'hôpital. Vous êtes dit, vous vouliez garder un meilleur équilibre. On essaie. Quitte à avoir une moins grande carrière, mais d'avoir quelque chose de plus balancé. Oui, il y a toujours la balance. On n'est pas que pour travailler, on n'est pas que pour être entre amis. Donc c'est personnel. Chacun
trouve son chemin, trouve son équilibre personnel. D'accord. Il faut juste savoir, quand tu prends la décision, d'être conscient en fait d'où tu vas. Parce qu'une fois que tu as pris la décision, à mon avis, il faut investir à 100% vers cette direction. Tu vas faire une carrière universitaire, tu vas être dans un hôpital en périphérie, tu vas avoir un cabinet. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu envisages ta vie? Et c'est difficile de faire ça quand tu as 20 ans, quand tu as 30 ans. Mais plus qu'on avance à l'âge, il y a la vie personnelle qui change. Il y a des copains qui se marient, qui font de la famille, et toi tu fais une famille peut-être, tu vois. C'est un petit peu comme ça. Il y a peu de gens que je connais qui sont actuellement, ils sont une méga carrière, ils sont professeurs dans les grands services, dans les grands centres, etc. Mais c'était les gens qui sont dit bien en avance que oui, moi je veux devenir professeur. Donc je vais faire 3 publications par année pour les prochains 5 ans, depuis l'âge de 20 ans. Vous voyez, c'est bien de décider au plus tôt qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans, dans 15 ans. Et ça, c'est des choses aussi qu'on demande parfois à des entretiens d'engagement. Bien sûr. Quand on a des gens, chirurgiens ou les étudiants qui finissent les études, ils viennent vers nous et nous disent « Écoutez, moi j'aimerais bien de faire la chirurgie ». Ça, c'est moi personnellement de poser des questions comme ça en fait. Donc s'il y a un conseil que vous pourriez donner aux jeunes assistants ou aux stagiaires pour commencer leurs premières années en chirurgie, ça pourrait être d'avoir une idée déjà de quelle sera leur carrière dans 10, 20 ans, en tout cas d'avoir une idée, de se projeter un petit peu. Là, je peux vous donner un exemple. Moi, chaque fois, je pose plus ou moins les mêmes questions aux gens qui viennent vers nous et nous disent, voilà, je vais faire la chirurgie. Première question, c'est pourquoi? Pourquoi vous voulez faire la chirurgie? Et puis la réponse là, elle est très relative. Il n'y a pas une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Quelqu'un peut dire, je vais faire la chirurgie parce que j'aime pas la médecine. J'aime pas la radiologie. J'ai vu un film dans la télé avec un chirurgien, je vais devenir comme lui. Ou bien il peut dire parce que mon père il est chirurgien. Je l'ai vu opérer et puis je vais devenir comme lui. Donc on a un exemple. Donc pourquoi vous voulez faire la chirurgie? Et la deuxième question c'est comment vous pensez que vous allez faire la chirurgie? Qu'est-ce que vous allez faire vers votre projet, pour réussir à votre projet? Ce qui est important. Et puis parfois dans cette question, les gens ils ont du mal à répondre parce qu'ils ne sont pas beaucoup approfondis sur le fait de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous avez prêt jusqu'à où vous êtes prêt à investir pour devenir chirurgien? Voyez? Donc là, c'est des questions de base que, à mon avis, quand on est étudiant, on doit être capable de répondre ou de penser, de faire un expériment de penser, comment on dit, le thought experiment. Ouais. Sur la base des choses quand même réalistes selon les systèmes, selon les systèmes de formation. Parce que c'est pas la même chose en Suisse, en France, aux États-Unis, dans les autres pays. Les systèmes sont mêmes, c'est différent. C'est vrai que dans le système suisse, on a une grande liberté. Il y a assez peu de chemins tout tracés. Alors en gynécologie, par exemple, il y en a, mais dans d'autres chirurgies, par exemple la viscérale ou la vasculaire, je ne crois pas que vous ayez de réseau. Bon, en chirurgie vasculaire, on a un réseau, moi en Suisse romande. Donc si on commence la vasculaire, on peut finir la vasculaire jusqu'au bout. Ça dépend de votre performance. Effectivement. Disons, les réseaux qu'on a en chirurgie vasculaire, c'était créé dans le but de donner un chemin jusqu'à la fin de l'internat, jusqu'à la fin de la formation. C'est le candidat qui arrive à faire ce chemin. Et c'est pas évident c'est pas garanti que si on commence, on va finir. Parce qu'il y a des évaluations. Le système suisse s'est basé beaucoup, et c'est correct, sur les évaluations tous les 6 mois, chaque année, et puis donner un feedback aux candidats, aux assistants, pour d'où on est, et puis qu'est-ce que nous on pense.
Donc il y a un réseau pour que les gens ne se trouvent pas sans poste de formation. Mais cette semaine, c'est suivi par les gens qui ont la capacité d'avancer. Parce que même si on veut faire quelque chose, peut-être on n'arrive pas. Et là, ça, il faut le dire au plus tôt possible à quelqu'un. Une fois qu'on identifie que alors, cet assistant il a vraiment des difficultés, il souffre en chirurgie, il n'arrive pas. C'est beaucoup plus honnête de dire, écoutez, on pense que vous allez être beaucoup plus heureux si vous faites quelque chose d'autre. Et on peut vous aider à aller dans un autre parcours que d'insister. Et à la fin, on a quelqu'un qui est misérable, qui a perdu 5-6 ans de sa vie en essayant de faire quelque chose qu'à la fin, c'est pas pour lui. Comment dire, globalement, c'est pas pour lui. Mais surtout, je trouve génial qu'en plus, vous le suiviez pour voir, vous, avec l'expérience que vous avez, s'il peut le faire et que si vous estimez et que vous voyez que lui, il ne peut pas le faire, vous l'aidiez à se guider dans autre chose. Je trouve génial parce que ça arrive d'essayer des choses et que ça ne marche pas et que vous, en plus, vous aidiez après derrière, je trouve... Oui, je pense que ça, c'est la responsabilité des cadres, les gens qui sont plus seniors, c'est ça en fait. Pour qu'on puisse garder un système globalement avec des médecins spécialistes qui sont pas 10 sur 10, mais au moins 7 sur 10, on doit avoir un triage des gens qui ont des difficultés. Alors, d'abord, on essaie de les accompagner, de les aider, on a un mentoring, on fait tout ce qu'on peut faire. Mais malgré ça, il y a des gens qui disent alors, finalement, ils comprennent que c'est pas pour eux. Et plutôt qu'ils comprennent ça, ou on le fait comprendre, mieux c'est pour eux, pas pour nous. Parce que pour nous, c'est une grande faillite d'investir à quelqu'un 4-5 ans, et à la fin, lui, il fait un burn-out, ou il démissionne, ou il dit non, moi je ne veux pas. Donc on essaie, voilà. D'accord, parfois c'est des discussions difficiles, mais on doit être honnête. Et ça, je trouve que c'est bien ce qu'on fait en Suisse, parce que moi, je viens aussi des autres systèmes. J'ai vécu le système de formation en Grèce, que c'était mon pays d'origine. D'accord. En France, aux États-Unis, donc j'ai dû passer par les différents systèmes et j'ai vu comment ça se passe. Et ça, ce qu'on a en Suisse, c'est exceptionnel, je dois dire, ce type de feedback. Après, on a des autres désavantages, c'est clair. Bien sûr. Ouais. Super, merci beaucoup, Dr Psatas. Ouais.